Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder les contrats commerciaux à l'international. Je me présente, Sylvie Viola. J'interviens au sein du programme Ambition Région et notamment du dispositif Formaliser ma stratégie de développement à l'international qui vous est proposé par la région Auvergne-Rhône-Alpes sous forme de programmes, 12 programmes, à travers des accompagnements, du conseil, de la formation et des financements. Ces 12 programmes couvrent la création d'entreprises, le capital humain, la performance globale de l'entreprise, l'international, sujet sur lequel nous allons travailler ensemble aujourd'hui, l'innovation et la performance territoriale. Le parcours d'accompagnement des PME proposé par la région couvre 12 dispositifs détaillés et aujourd'hui, nous allons aborder ensemble la formalisation de ma stratégie de développement à l'international. Ce dispositif est financé et pris en charge sous forme de subvention par la région Auvergne-Rhône-Alpes à hauteur de 70%. Ces accompagnements sont proposés aux entreprises de toute taille, TPE, PME et ETI de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Au sein de ce programme, Formaliser ma stratégie de développement à l'international, nous vous proposons un atelier, les contrats commerciaux à l'international. Je souhaiterais que nous abordions pendant 1 heure les points clés pour vérifier ensemble si, au sein de votre entreprise, vous avez tous les prérequis pour une bonne négociation de vos contrats internationaux. Nous commencerons par une définition de ce qu'est un contrat international. Je vous donnerai quelques exemples de contrats internationaux et puis nous évoquerons ce qui différencie le contrat international du contrat local franco-français. Puis, il serait important de vérifier quels sont les prérequis pour une bonne négociation internationale. Il nous est nécessaire de maîtriser des compétences de base, les techniques du commerce international, quelques techniques de négociation, un niveau suffisant de pratique des langues étrangères et des connaissances juridiques minimum afin d'avoir l'esprit contrat. Il est également important d'avoir une ouverture interculturelle pour une bonne compréhension des besoins de nos clients et de nos partenaires. Et puis, nous aurons besoin également des appuis et de conseils extérieurs. Pour terminer cet atelier, je vous propose quelques outils préventifs à développer au sein de votre entreprise pour une négociation sereine de vos contrats internationaux. Un contrat international, qu'est-ce que c'est? En fait, il est vrai qu'au niveau local, lorsque vous négociez des contrats en France, vous vous retrouvez en tant que vendeur français en face d'acheteurs français. Et nous sommes dans un environnement local franco-français. Nous devons avoir un esprit contrat lorsque nous faisons du commerce ou des achats. Et nous devons développer une véritable intelligence juridique et réglementaire. En fait, lorsque nous dépassons les frontières, lorsque nous commençons à prospecter à l'international, nous nous retrouvons devant des clients étrangers. Et dans ce périmètre, nous n'avons plus les mêmes repères et la même protection juridique à l'international qu'en droit national. Donc, nous sortons de notre cadre civiliste pour rentrer en fait
dans le droit coutumier et jurisprudentiel. Et cet environnement, donc international, euh, au sein de contrats internationaux, nous permet de rééquilibrer les rapports de force entre les partenaires et nous pousse finalement à soigner l'expression de notre volonté réelle par le biais de l'outil contractuel. Il faut rappeler les objectifs du contrat international. Nous avons besoin de maîtriser les conditions de réalisation de nos commandes et surtout de préserver nos marges commerciales, et ceci dès la prospection et la remise de notre offre commerciale. Le but, c'est bien d'anticiper les risques liés à l'opération de vente à l'international. Ce contrat nous permettra d'encadrer clairement euh, nos relations en cas de litige, en vue de protéger nos intérêts légitimes. Un contrat, véritablement, c'est quoi? Un contrat, c'est un document. C'est un document unique dans lequel il est formalisé, sont formalisés des droits et des obligations pour l'exportateur et l'importateur. Alors, c'est vrai que la pratique du commerce international démontre que beaucoup d'opérations se réalisent sans la création d'un contrat. Toutefois, nous sommes ici aujourd'hui pour comprendre qu'il est recommandé pour les opérations à l'international de réaliser, donc de rédiger un contrat de vente international afin d'éviter les doutes ou les confusions sur les affaires conclues. Je vous rappelle que nous nous éloignons de nos bases et que nous avons intérêt à formaliser ce contrat. Alors, moi, j'aime bien donner deux définitions. Il y a une définition juridique des contrats et une définition plus économique. Alors, définition juridique, bien évidemment, des éléments étrangers dits d'extranéité démontrent un lien du contrat avec plusieurs systèmes juridiques. Le plus évident est le cas où les parties sont de nationalité ou résidentes dans deux États différents. C'est l'objet du contrat international, donc on se retrouve dans un contexte juridique différent. Et puis, une définition économique, puisque le contrat permet, à travers ces différentes clauses, de formaliser un flux, quel qu'il soit. Donc, on entend bien un flux de biens, un flux de services, un flux financier, un flux de personnes, donc des flux qui traversent les frontières alors que les deux parties au contrat ne sont pas dans le même pays. Je vais vous donner quelques exemples de contrats internationaux. Alors, la première base finalement du contrat, c'est ce que toutes les entreprises formalisent assez naturellement. C'est donc l'offre commerciale qui peut devenir elle-même le contrat de vente à l'international dans de nombreux cas. Euh, vos commerciaux exportent, élaborent, remettent des offres commerciales à des clients, des prospects et des clients. Cette offre commerciale, c'est la première base de négociation entre les parties. Elle doit être la plus complète possible afin d'éviter tous les malentendus qui pourraient être préjudiciables à un bon accord futur commercial. Et puis, c'est aussi l'image de l'entreprise, donc la présentation de l'offre doit être parfaite et adaptée à chaque situation. Et ce qu'il est important aussi de préciser, c'est que lorsqu'on remet cette offre commerciale, je conseille immédiatement de remettre vos conditions générales de vente export. Cette offre commerciale doit contenir des éléments clés. Elle doit comporter les éléments variables de votre offre. Elle doit donc notamment préciser les quantités, le prix, la devise, les délais de livraison, les conditions de garantie liées à l'offre.
donc toutes ces conditions finalement particulières à l'offre. Et ce qu'il est important de faire dès la remise de l'offre, c'est donc, de l'accompagner des conditions générales de vente, export. Je vous conseille, de transmettre vos CGV export dès la remise, de votre offre. D'autres exemples de contrats internationaux que vous connaissiez. Lorsque vous construisez un réseau de distribution à l'international, en fonction de votre secteur d'activité, de votre offre de produits ou de services, des pays cibles, vous allez décider, de votre réseau de distribution. Vous allez décider de comment, commercialiser vos produits ou vos services. Vous allez décider, de les commercialiser en direct auprès des clients finaux, en B2B, ou vous allez choisir des partenaires pour vous représenter dans ces pays. Vous pouvez choisir, de faire porter votre représentation dans un pays, à travers un agent, qui représentera, votre entreprise, agent avec lequel vous pourrez signer un contrat d'agence, tout simplement. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un contrat d'agence? En fait, l'agent, qu'est-ce qu'il fait? Il vous accompagne sur sa zone géographique, sectorielle. En fait, il intervient en votre nom et pour votre compte sur, cette zone, géographique et sectorielle. Donc on appelle ça une agence commerciale. Souvent, les clauses de ce contrat, préciseront si vous accordez une exclusivité de, représentation commerciale, à cet agent, sur ce territoire, dans tel secteur d'application. Vous allez préciser le montant de sa rémunération. Un agent est rémunéré à la commission, une commission, qu'il percevra après avoir vendu, la prestation ou les produits au client final et lorsque vous aurez reçu le complet règlement de cette vente. Ensuite, vous allez reverser une commission sur le prix de vente à votre agent. Donc, vous établirez les conditions de versement de cette commission. Vous allez préciser, comme je le disais, la zone géographique. Ça peut être un pays, ça peut être une province, ça peut être une zone géographique qui inclut plusieurs pays, etc. Et puis, bien évidemment, une des clauses principales sera finalement comment vous allez travailler l'un avec l'autre, les devoirs, les obligations des uns et des autres, sur, cette collaboration. Et puis, bien sûr, vous préciserez la durée de validité de ce contrat d'agent. Voici les principales clauses, que vous intégrerez dans un contrat d'agent. Vous pouvez aussi aborder, une zone géographique à travers un distributeur. Alors, qu'est-ce qu'un distributeur? En fait, un distributeur, lui, aura une fonction d'achat et de revente de vos produits ou de vos services sur le pays cible. Vous établirez avec lui un contrat de distribution. Vous y retrouverez des clauses identiques, similaires à celles du contrat d'agence, c'est-à-dire que bien sûr nous préciserons qui sont les parties, nous préciserons si nous donnons une exclusivité ou pas à notre distributeur sur telle zone géographique, sur tel secteur d'application. Vous préciserez avec lui si nous sommes sur des produits ou des services standards, si vous travaillez avec votre partenaire distributeur sur la base tarifaire ou pas. Vous lui permettrez ou non d'ailleurs de représenter d'autres produits sur le territoire, des produits concurrents ou justement non concurrents à vos produits
ou à vos services. Et puis, généralement, dans un contrat de distribution, nous intégrons 2 clauses importantes qui sont des clauses d'objectifs, de chiffre d'affaires sur la zone, sur les années à venir, puisque nous sommes en face d'un partenaire qui connaît bien son marché. Il est en général introduit sur son marché, il achète pour revendre, il a un réseau lui-même de distribution dans le pays cible. Il va travailler avec des commerciaux ou à travers un réseau de revendeurs dans les pays. L'autre sujet important avec le distributeur, c'est que vous préciserez quelles sont les conditions finalement de reporting du distributeur par rapport à ses actions. Et puis, quelle est la marge qu'il va prendre sur vos produits, parce que vous aurez besoin de maîtriser le prix de vente publique B2B appliqué dans le pays. Voici un deuxième exemple de contrat de distribution. Un troisième exemple de contrat, ce sont finalement tous ces contrats de partenariat. Parce que finalement, à partir du moment où nous avons trouvé un partenaire, quel qu'il soit, nous pouvons rédiger un contrat ad hoc pour établir la collaboration et la préciser. Donc, on peut évoquer des contrats de transfert de technologie. Alors, un contrat de transfert de technologie, c'est lorsque vous souhaitez vous implanter sur un marché avec un partenaire qui va finalement euh, utiliser votre technologie, votre propriété intellectuelle dans un cadre bien défini pour fabriquer vos mêmes produits. Vous allez peut-être décider de préserver une partie de la technologie que vous allez transférer. Donc, vous déciderez par exemple de livrer des sous-ensembles liés à la fabrication des produits localement dans le pays du partenaire, etc. Et nous retrouverons dans ce contrat de partenariat, bien sûr, les conditions de rémunération, des sujets d'exclusivité, des sujets de zone géographique, de périmètre, etc. Et bien sûr, de validité de partenariat. Le contrat de partenariat peut également prendre la forme d'un contrat de licence de marque lorsque nous souhaitons nous faire représenter par un partenaire dans un pays. Nous pouvons décider de l'autoriser à utiliser votre marque. Dans ce cas, vous rédigerez avec lui un contrat de licence de marque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, vous allez lui indiquer comment utiliser votre marque, vos logos, votre charte graphique, etc. Et encore une fois, vous allez décider de la rémunération que vous allez percevoir de la part de votre partenaire pour qu'il puisse utiliser votre marque et donc votre notoriété. Donc, en fait, cela permet de définir l'image de la marque et les éléments de votre mix marketing que le licencié doit respecter. Cela permet de maîtriser l'usage de votre marque en étendant votre réseau sous la même enseigne. Voici quelques exemples de contrats internationaux. Alors, le contrat commercial, particulièrement international, présente des différences avec un contrat local franco-français. Et ces différences, vous les relevez sur certains aspects. Des aspects juridiques, des aspects logistiques et sur les aspects des paiements, principalement. Concernant les aspects juridiques,
Là, effectivement, les principales différences, notamment, en tout cas, j'alerte sur ce sujet, c'est que lorsque nous abordons un contrat à l'international, une prospection à l'international, la première des choses est de vérifier que nos conditions générales de vente actuelles en place sont bien adaptées à l'international. En effet, des conditions générales de vente France ne sont pas forcément adaptées et prévues pour envisager le périmètre international. Notamment, vos conditions générales de vente France pourront comporter des éléments d'incoterms qui ne sont pas adaptés aux ventes à l'international, pourront comporter une loi de référence qui n'est pas adaptée à vos ventes export, qui peut comporter des éléments trop locaux, par exemple concernant les sujets de garantie, de délai de livraison, des sujets de juridiction, etc. Donc la première des choses, c'est de parcourir vos conditions générales de vente actuelles afin de vérifier qu'elles sont bien adaptées pour l'international. Quand on part à l'international, il est important d'avoir à l'esprit que nous avons la possibilité de choisir le droit applicable. Alors, dans nos CGV, en général, nos CGV France, les CGV précisent le droit applicable, qui est souvent le droit français. Vous avez la possibilité d'appliquer un autre droit lorsque vous êtes dans un cadre international. Alors moi, je vous conseille de rester dans le cadre de ce droit français pour aborder vos clients internationaux et donc de bien le conserver dans vos CGV export. J'aime bien aborder rapidement, vous donner le repère du règlement de Rome. Le règlement de Rome, en fait, c'est un règlement qui date de 2008. Il fait suite et il remplace la Convention de Rome, qui, elle, a été mise en place en 1980. Ce règlement de Rome nous protège dans le cadre des obligations contractuelles de l'Union européenne. Et en fait, le règlement de Rome est un texte qui affirme le principe selon lequel un contrat est régi par la loi choisie par les parties. Donc, à nous de le préciser immédiatement dans les premiers documents que nous souhaitons faire appliquer la loi française dans la relation que nous aurons avec notre prospect, notre client européen, et ce, même si la loi qu'elle désigne n'a aucun lien avec le contrat. À défaut, le règlement précise quelle est la loi applicable, celle qui a les liens les plus étroits avec le contrat. Donc, vous avez compris, en cas de litige, le règlement de Rome peut régler nos sujets d'attribution de juridiction. Cette loi régit l'interprétation et l'exécution des obligations qu'il engendre, les sanctions en cas de non-respect, etc. Et puis, il faut préciser que le droit communautaire prévaut sur ce règlement, sauf dans le cas des contrats d'assurance. Au niveau des aspects juridiques, nous devons aborder les règles et usances uniformes de la Chambre de commerce internationale. Alors, ce sont les règles que vous connaissez le mieux, en tout cas pour certaines d'entre elles. Vous avez en tête les RUU de la CC internationale, donc de la Chambre de commerce internationale. Et parmi ces règles, vous connaissez parfaitement les règles Incoterms, donc les règles Incoterms 2020 aujourd'hui, qui nous permettent d'aborder le contexte international. Les règles Incoterms, cela nous permet
d'avoir des références en termes de commerce international. Je vous rappelle aussi que ces règles incoterms sont aujourd'hui applicables dans nos relations franco-françaises. Ces règles existent aujourd'hui depuis plus de 70 ans. Elles intègrent 11 incoterms, donc pour les incoterms 2020, et ces règles précisent les obligations qui incombent au vendeur et à l'acheteur tout au long de la chaîne logistique internationale, en précisant le partage des risques, des coûts, des assurances et des formalités. Voici pour la première règle et usance uniforme que vous connaissez. La Chambre de commerce internationale a édicté d'autres règles que vous connaissez pour certaines. Il est important de les évoquer là, puisque pour nous, c'est un repère, encore une référence pour travailler dans un contexte international. Il existe les RUU relatives au crédit documentaire, aux pratiques bancaires internationales, aux garanties bancaires sur demande, aux pratiques internationales relatives aux lettres de crédit stand-by, relatives aux encaissements, au forfaiting et à l'obligation bancaire de paiement. Donc, vous voyez que la Chambre de commerce internationale nous a rédigé depuis plus de 60 ans des règles qui nous aident à avancer dans un contexte clair avec nos partenaires internationaux et clients internationaux. Donc, il est important d'avoir ces aspects juridiques différenciants en tête par rapport à notre commerce local en France. Et puis, l'autre thème important qui est à prendre en compte dans nos relations internationales avec nos prospects et nos clients, ce sont les aspects logistiques. Alors, les aspects logistiques couvrent quels thèmes principaux? Bien sûr, les incoterms, le transport et les douanes. Nous les évoquerons un peu plus tard. Et puis, ce qui va différencier aussi nos relations avec nos clients étrangers, ce sont les aspects des paiements. Il est évident qu'en s'éloignant de notre contexte français, nous prenons plus de risques au niveau de l'encaissement de nos règlements. Donc, nous devrons adapter nos moyens, nos délais de paiement par rapport à ces relations internationales. Nous devrons également sécuriser nos paiements à l'international. Et puis, nous devons avoir aussi en tête l'aspect particulier de nos contrats internationaux qui concernent le commerce dans une devise différente. Et là, nous devrons anticiper ce commerce dans une devise différente de l'euro afin de préserver nos marges. Quels sont les prérequis de nouveau pour une bonne négociation internationale? Eh bien, vous l'avez compris, il nous faut maîtriser des compétences de base. Vous êtes ici pour réviser ou apprendre. Il est important de maîtriser ces techniques du commerce international. Que couvrent ces techniques du commerce international? Eh bien, ce sont les incoterms que nous venons d'évoquer, le transport et la logistique, les formalités douanières et la sécurité des paiements. Parmi ces techniques, les incoterms 2020 sont la base,
que vous devez maîtriser dans un contexte international. Ces incoterms désignent les conditions de vente, donc comme évoqué, nationales et internationales, et donc sont définis par la Chambre de commerce internationale. Il faut avoir en tête et bien retenir que ces incoterms ne règlent pas le transfert de propriété qui, dans la pratique, demeure attaché à la notion de livraison. Les incoterms précisent le transfert des risques, le transfert des coûts entre le vendeur et l'acheteur et précisent du coup les obligations du vendeur vis-à-vis de l'acheteur, y compris ses obligations documentaires. La liste des incoterms, aujourd'hui les incoterms sont au nombre de 11 incoterms qui finalement couvrent des lieux de transfert entre votre usine de départ et l'arrivée au point de livraison chez le client final ou sur un lieu de destination précisé par votre client final. Les incoterms principaux sont ex-works, donc votre marchandise est prête à être enlevée dans vos locaux. Toujours, nous préciserons après un incoterm, le lieu de l'incoterm. C'est celui qui finalement définit le point de transfert de ce que j'évoquais, transfert des coûts, des responsabilités, des assurances, etc. Donc après l'incoterm, vous préciserez toujours le lieu attaché à l'incoterm. Le deuxième incoterm, c'est le préféré, le plus recommandé et le préféré, c'est le FCA, le Free Carrier, suivi du lieu qui peut être le lieu de votre usine. Ensuite, vous avez des incoterms liés au transport utilisé pour l'expédition de vos marchandises. Transport maritime, vous utiliserez ces incoterms suivants. Free alongside ship, suivi du nom du port de départ. Free on board, qui est l'un des incoterms maritimes le plus utilisé. Le free on board définit que vous, expéditeurs, donc exportateurs, prenez en charge la livraison de votre expédition chargée sur le navire au départ, donc au port de départ. Le CFR, c'est l'incoterme suivant. Vous êtes exportateur et vous couvrez tous les coûts et les risques jusqu'au port de destination de votre client. J'évoque immédiatement le CIF, le CIF, c'est l'équivalent du CFR auquel vous ajoutez l'assurance jusqu'au port de destination. Le Cost Pay To est plus libre en termes de transport, mode de transport affecté. Le Cost Pay To peut être utilisé finalement avec tout type de transport, transport routier, transport maritime, et donc cela veut dire que vous payez le port jusqu'à un lieu de livraison. Le CIP, il est suivi donc toujours du lieu de destination, c'est donc un port payé et une assurance jusqu'au lieu de destination, plutôt avec un mode de transport routier. Le DAP est un des incoterms également les plus utilisés, toujours bien sûr suivi du lieu de livraison, c'est le Delivered at Place, donc rendu au lieu de destination
convenu. Et heu, cet Incoterm est également souvent utilisé pour nos livraisons en France. Heu, Également, bien sûr, en Europe, régulièrement utilisé et on va dire l'incoterme qui suit, c'est le DDP, le Delivered Duty Paid. C'est l'équivalent du DAP, mais l'exportateur prendra en charge le coût du dédouanement. Voici pour les Incoterms 2020 à maîtriser sur finalement les lieux de transfert des coûts, des risques, des assurances et de la prise en charge documentaire. Parmi les compétences de base, je conseille d'approcher quelques techniques de négociation. Parmi ces techniques de négociation, je dis toujours qu'une bonne négociation est finalement celle qui a été le mieux préparée. Lorsqu'on prend un rendez-vous avec un prospect ou un client, qu'il soit d'ailleurs en France ou à l'international, mais d'autant plus à l'étranger, il est important de préparer son rendez-vous, de préparer les séquences de négociation dans le temps. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'on prévoira un premier rendez-vous, par exemple de présentation de l'entreprise, de l'offre, d'écoute des besoins de son prospect, etc. De prévoir un deuxième rendez-vous pour proposer une offre de prix et de conditions, etc. Quand on se prépare à une négociation, il est important de maîtriser les techniques de création et de répartition de valeur. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que lorsqu'on leur remet une offre à un client, bien sûr que cette offre est quantifiée et qualifiée et le prix qui est remis dans cette offre doit être maîtrisé sur la partie coût de revient. Vous devez maîtriser ce que votre prix de vente inclut. Non seulement, bien sûr, le prix de vente, le coût de revient de production, le coût d'approche, donc vos frais généraux. On peut intégrer, bien sûr, la commission de l'agent, si nous avons un agent dans le territoire. Nous pouvons intégrer des coûts financiers, par exemple, si nous exigeons un paiement avec un crédit documentaire, on sait que ça va nous imposer des coûts financiers. Donc, nous allons construire un prix de revient export et il sera important de bien maîtriser ce prix de revient export avant la négociation avec notre interlocuteur, notre prospect, notre client. Pourquoi? Parce que lorsqu'il va revenir vers vous pour négocier, lorsqu'il va vous demander des efforts, vous saurez très rapidement si votre marge va être entamée ou non en fonction des demandes négociées par votre interlocuteur. Gérer l'échange d'informations, ça, c'est une technique de négociation très importante, d'autant plus aujourd'hui avec les nombreux mails et chats échangés, WhatsApp, etc. Nous devons pouvoir tracer les échanges d'informations. Il est important de bien maîtriser toutes les demandes faites par votre prospect ou votre client, mais également tout ce que vous promettez à ce prospect et ce client. Donc, nous créerons des fils de conversation dans nos mails, nous rédigerons des comptes rendus de rendez-vous, qu'ils soient visio, physiques, téléphoniques,
maîtriser l'ensemble des éléments qui auront été échangés. Ensuite, se protéger des principaux biais psychologiques. En effet, en fonction de son style de négociation et de sa personnalité, nous serons plus ou moins sensibles à la façon dont notre interlocuteur va négocier avec nous. Donc, il faut s'en préserver. Par exemple, si nous sommes, nous avons une particularité, une personnalité sensible, nous devons mettre cette sensibilité de côté pour accepter euh, les différentes formes, euh, les différentes personnalités de votre interlocuteur qui sera plus ou moins doux, agressif, etc. Structurer une équipe de négociateurs, ça veut dire quoi? Lorsque nous sommes dans le cadre de la commercialisation, par exemple, de produits ou de services très techniques, nous allons décider dès l'origine de qui va participer à ces séquences de négociation. Par exemple, le développeur export, donc commercial export, va commencer la négociation. Au moment de la remise de l'offre technique et commerciale, il se fera accompagné par un ingénieur technique qui maîtrise parfaitement le contenu technique de votre offre. Et puis, vous pouvez décider de faire intervenir soit un chef de service, soit le dirigeant de l'entreprise pour finaliser une négociation. Cela ne s'improvise pas, cela s'anticipe. Et puis, cela rejoint ce que je vous disais par rapport à la protection que nous devons avoir par rapport aux principaux biais psychologiques. Il faut prendre conscience de son propre style de négociation et bien sûr savoir l'adapter à ses interlocuteurs. Et parmi les compétences de base que nous n'évoquerons pas aujourd'hui, euh, parmi les techniques du commerce international, nous devons maîtriser les points essentiels liés au transport et à la logistique des produits que nous exportons. Nous pouvons nous appuyer bien sûr sur nos partenaires transporteurs, logisticiens, transitaires pour nous aider dans la maîtrise de ces aspects. Attention, en fonction de l'incoterm que vous choisirez, c'est bien vous qui serez responsable de cette chaîne logistique et vous devez la maîtriser. Donc, nous ne sommes pas dans nos entreprises des transporteurs, des logisticiens. Donc, nous confierons cette prestation à des prestataires extérieurs qui devront être bien choisis, non seulement bien sûr par rapport à leur coût, mais aussi par rapport à leurs compétences en fonction des produits et des pays cibles que vous allez viser. Les formalités douanières, euh, celles-ci sont essentielles à connaître et de la même façon que pour le transport, il est conseillé de passer par un transitaire qui va vous aiguiller, qui va vous accompagner sur vos formalités douanières. En fonction de la taille de votre entreprise, il est évident qu'à un moment, vous allez intégrer cette fonction au sein de votre entreprise afin de maîtriser la documentation, douane export et toutes les formalités jusqu'à la livraison du matériel, de votre matériel dans le pays de votre client, d'autant plus si vous avez ensemble décidé de vendre sous l'incoterm DDP, Delivered Duty Paid. Cela veut dire que c'est vous, exportateur, qui allez prendre en charge les coûts de dédouanement à l'arrivée. Et puis la sécurité des paiements, c'est un sujet d'autant plus important à l'international puisque nous sommes du coup dans un cadre juridique différent, nous sommes dans un cadre
DUS différents puisque les moyens, les délais de paiement seront différents en fonction de vos pays cibles. Et nous aurons également le sujet de la solvabilité de nos clients à contrôler. Et donc, nous passerons à travers des moyens pour sécuriser nos paiements à l'international, à travers une assurance crédit, à travers des moyens de paiement de type crédit documentaire, LC Standby, garantie bancaire, etc. Et puis, sécurité des paiements aussi, sur la partie devise afin de contrôler la- le bon rate, le bon taux de devise qui sera appliqué au moment de l'encaissement des devises. Parmi ces compétences de base, on ne peut pas ignorer qu'en fonction des pays cibles, nous devons maîtriser la pratique des langues étrangères. Maîtriser la pratique des langues étrangères, euh, c'est une chose, mais comme vous le savez, en fonction des pays cibles, nous avons beau, par exemple, partager une langue commune de type la langue anglaise, nous savons que les termes peuvent être différents, les accents très différents, et donc nous devons adopter ces pratiques absolument pour bien comprendre et se faire comprendre auprès de notre interlocuteur. Il ne faudra pas hésiter à reformuler, si nécessaire, ce que vous a dit votre prospect ou votre client ou votre partenaire. Donc, n'hésitez pas à reformuler en disant « Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que c'est cela que vous avez évoqué? Est-ce que j'ai bien résumé vos besoins, etc. » Donc, vous avez compris, pas seulement en langue française, mais dans la langue que vous utiliserez. Et puis, surtout, n'hésitez pas à demander des clarifications pour une très bonne communication. Donc ça, ce sont en fait de bonnes pratiques de communication qui vous permettront en plus de ralentir le rythme de la discussion en cas de problème de compréhension et puis finalement de remettre la négociation sur les rails si nécessaire. Et puis, bien sûr, des connaissances juridiques minimum, il faut avoir l'esprit contrat. Le contrat international nécessite un temps de gestation plus conséquent qu'un contrat franco-français et sa formalisation écrite détaillée sans ambiguïté est une étape préalable et nécessaire à sa bonne exécution et à sa pérennisation. Et puis, du coup, comme évoqué, il est important de maîtriser les clauses des conditions générales de vente, export de son entreprise. Ces CGV, elles ont pour vocation de résoudre de façon standardisée des questions qui reviennent de façon récurrente et qui peuvent opposer l'acheteur et le vendeur. Ces CGV, elles établissent donc un cadre juridique de base pour organiser par défaut vos relations. Et c'est vrai qu'on constate en général que les CGV export sont souvent une simple et imparfaite traduction des CGV nationales. Si c'est le cas, bien sûr, elles sont déjà protectrices des intérêts, de vos intérêts. Et il faut avoir en tête que ces CGV constituent le socle de votre négociation commerciale. Les clauses minimum des CGV à l'international, elles ne sont pas exhaustives, mais il est important de bien les balayer. L'opposabilité et l'acceptation de ces conditions générales, par exemple de vente, que l'on oppose par exemple à des conditions générales d'achat que vous présentent souvent des grands comptes. Nous allons préciser dans ces CGV l'Incoterm, les conditions de transport de base, les délais standards de mise à disposition,
parfois le prix, souvent la devise de règlement, souvent les conditions de paiement. Nous expliquerons également comment une commande, un contrat est enregistré dans notre entreprise à travers l'émission d'un accusé-réception. On expliquera comment cet accusé de réception est transmis, à quel moment, etc. Nous préciserons la clause de transfert de propriété. Je conseille de préciser une clause de transfert de propriété au complet paiement du produit ou du service. Nous préciserons également l'exercice de la force majeure, le droit et la langue applicable et l'attribution de juridiction. Et puis, lorsque nous sommes à l'international, au-delà de cette technique, nous devons acquérir une ouverture interculturelle pour une bonne compréhension des besoins de nos clients et partenaires. Prendre en compte les différences interculturelles, c'est quoi? C'est, à minima, connaître les piliers culturels du pays ciblé, la relation au temps, l'importance de la relation personnelle. Est-ce que nous sommes dans une culture collectiviste ou non? Connaître les circuits de décision standards dans une entreprise, dans notre pays cible. Est-ce que la négociation nécessitera un consensus au sein des équipes présentes chez notre client ou notre partenaire, etc. Donc, nous devons apprendre et prendre conscience de ces différences interculturelles. Et puis, parmi les prérequis, nous devons nous faire entourer. En fait, comme nous l'avons expliqué pendant la petite heure qui vient de s'écouler, vous avez compris que l'international requiert de nombreuses compétences spécifiques. Et je vous conseille de ne pas hésiter à vous faire entourer, à faire appel au réseau institutionnel et privé. Alors, bien sûr qu'en tête, je vais citer la Team France Export. Vous savez qu'aujourd'hui, la Team France Export regroupe nos CCI, le réseau Business France, les conseillers du commerce international, etc. Ce sont de bons réseaux qui vont vous aider à approcher les marchés en approche de prospection et vont vous aider jusqu'à l'implantation de filiales dans vos pays cibles. Faire appel également aux services de développement commercial international des banques. Certaines sont très structurées pour vous accompagner et sont très efficaces dans certains pays. Vous pouvez faire appel à des cabinets privés d'accompagnement à l'export. Ces cabinets privés d'accompagnement à l'export peuvent être spécialisés par secteur d'activité, par pays cible, etc. Et puis bien sûr, le réseau des avocats, le réseau des experts comptables, hein, si nous allons jusqu'à l'implantation à travers des filiales, etc. Donc, ne pas travailler seul, cela est important. Et puis, bien sûr, au-delà de ça, des appuis et des conseils extérieurs, mais je peux préciser que à travers les formations, les ateliers que vous-même et vos collaborateurs peuvent suivre, vous allez vous enrichir au sein de l'entreprise pour aborder les contrats internationaux. J'aime bien évoquer quelques outils préventifs à développer pour une négociation sereine des contrats internationaux. Comme nous l'avons vu, il est très important de bien rédiger nos offres, nos conditions générales de vente export et des contrats qui s'en suivent. Je conseille d'établir des revues de contrats qui seront réalisées de façon quasiment systématique à la réception de la commande du client. Qu'est-ce qu'une revue de contrat? C'est tout simplement un moment où vous allez recevoir le contrat à la commande du client et vous allez vérifier que les termes du contrat du client sont conformes aux clauses de votre offre.
Et ainsi, vous allez constater peut-être des écarts, et ces écarts, vous aurez l'occasion de les signifier dans l'accusé de réception de commande que vous émettrez, en même temps que vous préciserez que vous acceptez la commande sous telle condition, sous tel délai et sous telle réserve si vous avez relevé des écarts entre la commande du client et votre offre. Il est important de valider l'aspect réaliste des délais que vous allez confirmer à votre client avec les opérateurs logistiques. Alors, les opérateurs logistiques en interne et en externe, d'autant plus, vous l'avez compris, lorsque nous nous engageons sur un incoterm où nous sommes en charge de la livraison jusqu'à un port ou au lieu de destination du client. Donc, bien sûr, avec nos équipes en interne, mais avec nos partenaires transitaires. Construire avec soin la chaîne documentaire, cela se fait dès réception de la commande. C'est-à-dire que nous allons lister toute la documentation que nous devrons émettre dans le cadre de ce contrat. Ce seront des documents techniques, des documents qualité, des documents administratifs de type liste de colisage, facture pro forma, facture définitive, certificat d'origine, etc. Donc, dès la réception de la commande, nous allons construire la chaîne documentaire. Et puis, bien sûr, nous nous assurons de la cohérence des différents points de transfert, des risques, des coûts et, bien sûr, du transfert de la propriété. Parmi ces outils préventifs, je conseille de bien choisir les moyens et les termes de paiement adaptés au risque client finalement, client pays. Je vous invite à regarder régulièrement les cartes des risques pays et secteurs proposées par la COFAS, disponibles en ligne, qui est finalement une cartographie des risques qui est étudiée par l'Observatoire de la COFAS, je crois, depuis plus de 70 ans, et qui vous permet de finalement adapter les moyens et termes de paiement par rapport à la solvabilité de votre prospect, de votre client, de votre partenaire. Et puis, vous aborderez la sécurisation du fret et du paiement à travers des assurances, des compagnies d'assurance, assurance transport, donc directement avec votre compagnie d'assurance ou à travers votre transitaire, des assurances crédit à travers des organismes d'assurance crédit et bien sûr des sécurités documentaires comme évoqué. Vous pouvez décider en fonction du risque pays, du risque client et puis du volume du contrat que vous êtes en train de signer, de décider, par exemple, de faire mettre en place un crédit documentaire par votre client. Et puis, sur les aspects de contrat gérés en devise, il est vivement recommandé d'anticiper à la vente en devise grâce à une couverture de change que vous pouvez mettre en place dès l'origine de l'offre et à minima au moment de l'enregistrement du contrat. Cela se fait avec votre partenaire bancaire assez aisément. Et puis, bien sûr, vous aurez aussi l'aspect des cautions bancaires qui peuvent être imposées par le client. Donc, à vous de bien négocier les clauses des cautions bancaires que vous serez peut-être obligé d'émettre dans le cadre de certains marchés, des cautions bancaires que vous allez, par exemple, émettre au moment de la remise d'une offre, si on est en face d'un grand compte ou d'une collectivité, d'un marché public. Donc, ça s'appelle une bid bond. Dans le cadre d'un marché signé, le client peut vous demander une caution de restitution d'acompte si
vous lui avez demandé le règlement d'un acompte. Il peut vous demander une caution de bonne exécution, c'est-à-dire vous vous engagez à exécuter votre contrat jusqu'à la bonne livraison du contrat chez le client, jusqu'à la facturation. Et puis, il peut vous demander également, ou vous pouvez proposer vous-même d'émettre une caution de garantie du contrat qui remplacera par exemple une retenue de garantie. Donc à vous de bien négocier ces termes des cautions bancaires qui vous seront demandés par le client, qui souvent veulent vous imposer un format standard. À vous de vous rapprocher de votre banque pour préserver vos intérêts. Et puis, ce sujet qui n'est pas moindre, vous savez que lorsque nous faisons du commerce avec un pays étranger, d'autant plus un pays grand export, je vous conseille d'organiser des inspections usines avant expédition, en présence ou non du client, en présence ou non d'un bureau de contrôle de type SGS, Veritas, etc. Pour cette partie-là, cela peut être imposé par le pays client de type, par exemple, pour la Côte d'Ivoire, nous sommes obligés de mettre en place cette inspection en usine par un cabinet de contrôle indépendant. En effet, il est préférable de détecter des défauts, des non-conformités avant l'expédition qu'après l'expédition, car il est évident que cela peut engendrer des coûts bien plus importants que si l'on détecte une non-conformité en nos usines. Voici pour quelques outils préventifs à développer pour une négociation sereine et une bonne application de contrats internationaux. Alors, écoutez, nous sommes allés au bout de ce petit atelier qui vous a été présenté pour attirer votre attention sur l'importance d'une bonne préparation à la négociation internationale. Et moi, je rappelle qu'une bonne négociation contractuelle, elle s'appuie sur une bonne connaissance de l'environnement de votre client, sa langue, sa culture, les aspects réglementaires, la fiscalité du pays, les besoins de votre client, la solvabilité du client, les habitudes de règlement du pays, les éventuels risques politiques, le profil de votre client, si c'est un client direct, un agent, un distributeur, tout cela est important. Une documentation contractuelle propre, claire, au moins bilingue pour vos CGV, l'offre commerciale, le contrat, la facture, etc. Une offre de produits et de services adaptés. Il peut être nécessaire d'adapter votre offre aux besoins du pays et du client au niveau, par exemple, réglementaire. Nous devons être organisés en interne de façon rigoureuse. Nous devons maîtriser tout ce qui précède et tout ce qui précède doit être maîtrisé par le responsable de la négociation du contrat. Et puis, une bonne négociation s'appuie sur le respect de l'autre partie. Et cette bonne négociation contractuelle, elle se traduit par quoi? Eh bien, par la maîtrise de la rentabilité du contrat, par une bonne notoriété de votre entreprise et par un vendeur et un acheteur satisfaits qui souhaiteront se retrouver dans le cadre d'un futur projet. Et puis, bien sûr, cette bonne négociation contractuelle internationale se traduira par la pérennité de votre entreprise. Alors, vous avez besoin d'approfondir sûrement ces notions essentielles. Vous voyez qu'elles couvrent de nombreux thèmes. Alors, vous en avez la possibilité. Si vous participez déjà au programme régional, Ambition Région Internationale, formaliser ma stratégie de développement à l'international. Dans ce cas, il vous suffit de prendre contact avec votre conseiller international afin de vous inscrire à l'atelier technique Les contrats commerciaux à l'international qui fait partie intégrante de ce programme régional. Je vous souhaite une très bonne négociation.